Donc, eh bien, je vous dis bonjour à tous hein, et merci de nous rejoindre pour ce temps d'échange de retour d'expérience d'organismes certifiés. Oui, certifiés Calliope. Il y a donc trois retours d'expérience, hein. On aura Monsieur Jean-Philippe Prunier de DRH associé, Monsieur Testi de Almea Formation et Madame Camus de MC Formation Conseil. Alors, bon, avant juste de démarrer, quelques consignes pour faciliter les échanges, hein. Donc, merci de fermer vos micros. Il y a un chat qui est donc à votre disposition. Et puis, au moment où on vous donnera la parole, c'est-à-dire que vous, à partir du moment où il y aura un témoignage, à l'issue, il y aura une partie de questions-réponses qui vous permettra effectivement de poser vos questions aux témoins. Donc, je vous demanderai à ce moment-là d'activer la main pour prendre la parole. Voilà. Donc, eh bien, nous allons commencer par Monsieur Prunier. Jean-Philippe, c'est à vous. Alors, je remets mon micro. Du coup. Voilà, très bien. Eh bien, Jean-Philippe, merci beaucoup d'avoir accepté ce retour d'expérience en matière de certification Calliope. Donc, vous allez nous expliquer un petit peu comment vous êtes engagé dans cette démarche et puis bien quelles sont les étapes que vous avez accomplies pour obtenir cette certification. Alors, merci de m'accueillir. Je suis très humble devant vous parce que je suis un tout petit organisme de formation, mais il y en a un certain nombre comme le mien sur toute la Bourgogne-Franche-Comté, j'imagine. L'activité principale du cabinet, c'est l'accompagnement du changement, donc des mise en place de systèmes de ressources humaines et puis la prévention des risques psychosociaux. Et depuis une dizaine d'années, le chiffre d'affaires formation représente en gros 25% de mon activité. Donc voilà, c'est ce qui m'a conduit non seulement à faire une démarche d'Etadoc et puis de m'intéresser aux réunions qu'organisait l'Amphore sur Calliope. Voilà, ça a été une façon pour moi de faire mon choix d'organismes d'ailleurs et de voir comment j'allais m'y prendre. Enfin, voilà. Et j'y allais, pour tout vous dire, un peu en me disant oh là là, qu'est-ce que ça va m'agacer, qu'est-ce que ça va m'agacer, qu'est-ce que ces gens-là, qui sont des qualiticiens dans l'âme, viendront faire avec la démarche très qualitative de management, qui a un lien avec faire autorité. Vous voyez, plein de choses qui ne sont surtout pas des cases à cocher, quoi. Et donc, j'étais parti avec cette croyance un peu limitante, parce qu'évidemment, vous vous rendez bien compte que c'est pas facile d'aborder un auditeur quand vous pensez que voilà, il est à 100 lieues de comprendre votre métier. Bon, du coup, je m'étais dit oh là là, il faut vite partir au combat sur ce sujet. Ça va prendre tellement de temps qu'il y a intérêt de s'y prendre bien à l'avance. Donc voilà, vous voyez un conseil. Pour ceux qui ne s'y sont pas encore mis, voilà, faut à un moment donné se rendre compte que ça peut prendre du temps. Alors, j'avais signé le bon de commande juste avant le Covid. Bon, alors évidemment, quand j'ai vu mon chiffre d'affaires dégringoler, je me dis, ah, j'ai peut-être fait une erreur. Et puis, bon, finalement, pendant le Covid, comme le chiffre d'affaires diminuait, mon activité, mon temps d'inactivité a augmenté. Et voilà, alors que je pensais y consacrer 2 jours en me disant, allez, on va essayer d'être adepte de l'autonomie, de faire juste ce qu'il faut pour que ça passe. Et voilà, j'y ai quand même mis 10 jours. 10 jours à temps plein, hein, bon, étalé, parce que l'audit n'a pas pu se tenir d'un seul coup. Ça a été un petit peu différé. Enfin, vous imaginez bien pourquoi. Mais voilà, si j'avais accumulé le nombre de jours, c'est
c'est ouais, 10 jours à temps plein. Bon, donc c'est quand même important. C'est pas quelque chose qui se fait. Et je suis tout seul. C'est-à-dire que tous mes intervenants sont des intervenants qui font avec moi du conseil, mais ils ne font pas de formation. Je leur interdis formellement de faire de la formation. Il n'y a que moi qui fais de la formation quand le moment est donné. Donc, pourquoi j'ai mis du temps à me préparer? Parce que on est un peu. C'était à la fois du Datadoc, vous connaissez tous, enfin, j'imagine que dans les participants, tous connaissent Datadoc, et à la fois, ça brassait les critères un peu dans des sens différents, donc il fallait que je sois conforme sur chacun des critères, des critères Calliope. Donc, il a fallu reconfigurer les dossiers et avoir tous les éléments de preuve, formation par formation. Voilà, alors je n'ai pas énormément de formation parce que même avec 30% du chiffre d'affaires, c'est formation longue durée. Mais j'ai des ingénieries un petit peu particulières. Et donc, c'est ça qui a pris du temps. Préparer un dossier par formation que pourrait voir, vérifier l'auditeur. Bon, donc, effectivement, ça demandait un vrai temps pour rendre tout ça conforme. Donc, voilà ce que j'ai fait. Voilà comment ça s'est passé. Et bien m'en a pris d'ailleurs, parce que évidemment, l'auditeur qui nous envoie son schéma d'audit, sa trame d'audit, voilà, passe très vite d'essence à grille et donc il nous faut une rapidité de réponse pour faire du picking dans chacun des dossiers sur voilà en quoi la preuve existe que je suis satisfait aux exigences de Calliope. Voilà, donc ça s'est passé comme ça et ça s'est bien terminé, pas du premier coup parce que je suis mauvais élève, que évidemment j'ai pas eu le 100% tout de suite. Il m'a bien fallu, je voyais, 3 rapports provisoires avant d'avoir mon rapport définitif. Bon, donc, le premier rapport provisoire, vous voyez, je l'ai eu le 25 mai. Et puis le 27 juillet. Et puis, bon, il ne me restait plus grand-chose à faire le 18 août. Et le 19, j'étais certifié Calliope. Voilà, un peu soulagé soulagé de pouvoir m'occuper d'autre chose parce que, bon, voilà, il y a une nécessité pour, quand on est seul aux manettes, à éviter de passer trop de temps administratif quand même. Donc, voilà. Et croyez bien que j'ai fait un processus qui était le plus light possible. Enfin, je ne cherchais pas à faire une usine à gaz parce que d'abord, je n'étais pas sûr de savoir le maintenir très longtemps. Et puis c'est vraiment pas ma philosophie, quoi. Voilà. Donc, si j'avais, j'ai essayé de faire du Calliope light et peut-être même du Calliope racine carrée de light, pour que ce soit le plus économe possible. Et ça a été ma manière de m'y préparer. Alors, j'ai eu quelques bonnes surprises. Et c'est pour ça que j'ai répondu assez vite d'ailleurs à la sollicitation qui m'en était faite d'intervenir. C'est que, vous savez, on a eu FNE formation là, bon, et on a tous, puisqu'on s'était dit, peut-être que c'est une occasion quand même de faire un petit peu de chiffres avec ce qu'on sait faire. Et du coup, j'avais préparé une version de formation
communication, management et prévention RPS avec une option FNE formation. Et du coup, je l'avais mis sur le site de l'Amphore. Eh ben, bien m'en a pris parce que du coup, ça m'a permis de glaner deux points supplémentaires au moins. J'ai pu valoriser comme ça le travail avec l'Amphore, le fait que c'était affiché, alors que, bon, voilà, vous l'avez bien compris, mon but, c'est pas de vendre de la formation. Et du coup, j'en avais jamais fait beaucoup de communication. Enfin, ça apparaissait sur mon site internet, mais surtout pas sous forme de stage. Enfin, voilà, je ne fais que des formations à l'intérieur de la même entreprise avec voilà. Donc il n'y avait pas de raison de faire une communication. Donc là, pour FNE formation, j'avais fait le choix de passer par le site de l'Amphore, enfin, où je ne sais plus comment c'est exactement. Enfin, il y a tellement de richesse sur votre site. Oui, c'est vrai. Un peu, mais bon, en tout cas, j'étais dessus et ça m'a rapporté quelques points. D'accord. Et en tout cas, les relations avec l'Amphore, et ça aussi, je peux le donner à titre de témoignage, les relations avec l'Amphore apportent des éléments sur la veille, évidemment, puisque au-delà de la veille que je peux avoir juridique ou managériale, ou dans les risques psychosociaux, il y a aussi toute la veille sur les organismes de formation. Et là, j'étais fondé à apporter un élément de preuve en disant, ben voilà, j'ai assisté à tel webinaire, je me suis rendu à telle conférence, je reçois les mailing lists, je vais de temps en temps à Besançon me former ou à Dijon, enfin voilà. Donc ça a aidé à mon passage d'Europe. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de toutes vos questions. C'était pas mal chargé ces derniers temps, donc ouais, vous avez pratiquement tout. Bon, j'ai choisi cet organisme. Comment? C'est lié à la conférence que vous aviez organisée dans le Grand Amphithéâtre. Là, on était très nombreux. J'ai écouté, j'ai regardé quelque chose. Je suis assez content d'ailleurs de leur système. Moi, c'est ICPF. Voilà, ICPF. Je ne les connaissais pas d'avant. Finalement, une fois que j'ai compris leur système informatique, parce qu'il fallait comprendre un peu leur système informatique, voilà, j'ai pu m'en faire un outil de travail, voilà, pour avancer là-dedans. Voilà, écoutez, je pense que c'est assez peut-être comme témoignage avant de passer aux questions-réponses. Oui, écoutez, pas de problème. Donc, en fait, merci encore pour votre témoignage. Et puis, merci aussi de citer Amphore comme étant, faisant partie prenante aussi dans votre démarche. Hein. C'est vrai que l'objectif, d'ailleurs, notamment de la professionnalisation, mais aussi de l'ensemble des services d'Amphore, c'est aussi d'apporter par différents biais un accompagnement, une information la plus précise possible pour vous faciliter le travail, pour faciliter aussi toutes vos démarches et faire en sorte que le système de la formation soit au mieux compris. Et voilà, visiblement, ça a fonctionné pour vous, donc écoutez, tant mieux. Et j'espère qu'on va continuer aussi dans ce sens-là, parce que bon, justement, l'objectif aussi aujourd'hui, c'est un peu ça, c'est de permettre à vous tous de pouvoir avoir différents éclairages et puis aussi de vous encourager à aller dans cette démarche de certification, certes qui n'est pas simple, mais qui est de plus en plus essentiel, voire incontournable pour les marchés à venir. Et voilà, donc effectivement, c'est très très bien. Et une dernière question, M. Prunier, qu'est-ce que vous pouvez préconiser, on va dire, auprès des participants en matière de temps, en matière de peut-être d'éléments importants que vous avez pu repérer justement dans la démarche, qui était sans doute soit significative, soit voilà, quelques éléments clés.
dans lesquels il faut faire très attention ou être vigilant par rapport à ça? Alors, la vigilance, elle est différente selon qu'on est dans ma situation. C'est-à-dire que finalement, le seul à dispenser de la formation, vous voyez bien que c'est simple. C'est simple. C'est compliqué compte tenu de la matière, mais c'est simple par rapport à ceux qui ont 5 formateurs, 10 formateurs, voire des responsables formation et chacun ayant 10 formateurs. Quoi. Vous voyez, et on voit bien que les éléments de structuration ne sont pas les mêmes, les moyens humains ne sont pas les mêmes. Et pour autant, pour être crédible, il faut quand même s'ajuster, avoir de la cohérence. Et ça prend du temps. Hein, les deux organismes que j'accompagne qui sont un petit peu plus structurés. Voilà, enfin, moi je ne suis pas l'accompagnateur c'est pas moi qui fais de la procédure qualité, bien sûr, mais je suis là plutôt pour l'accompagnement du changement parce que c'est un tout petit peu compliqué quand même. Hein. Oui. Voilà, il faut appeler un chat un chat. Voilà, c'est pas je veux voir qu'une tête, c'est plutôt j'ai mon précaré, j'avais l'habitude de faire de telle manière, ça me défrise complètement de m'ajuster avec mes collègues qui n'y comprennent rien et qui n'ont pas du tout la sensibilité qui est la mienne et que mes stagiaires apprécient. Vous voyez, je peux en faire comme ça un certain nombre de temps. Et du coup, voilà, il y a une véritable conduite du changement pour que, in fine, le corps social n'explose pas ou ne se retrouve pas avec plus d'absentéisme que le Covid en génère. Vous voyez, et c'est aussi l'intégration des tensions que l'on a à cause de la démarche Calliope, mais aussi à cause du Covid, mais aussi à cause de l'absentéisme résultant. Vous voyez, on a actuellement un moment qui est passionnant, voilà, et qui n'est pas facile du tout pour les directions. Et dès l'instant où on a plusieurs personnes qui doivent s'ajuster, cette obligation-là nécessite un véritable travail. Quoi. Ça fait bosser les gens. Donc, c'est bien, ça stimule leur capacité de penser. C'est une bonne chose. Ça peut créer quelques frictions et du coup, il vaut mieux se doter des moyens pour absorber tout ça. Voilà. D'accord, très bien. Bien, écoutez, on va passer aux questions alors. Je vous invite à prendre la main et la parole. Alors, j'espère que je retrouve ma main. En tout cas. Je ne suis pas une experte de Zoom, hein, je vous préviens, donc parfois je cherche. Donc, n'hésitez pas à m'aider si c'est possible. Je peux poser une question? Oui, allez-y. Donc, déjà, merci pour votre présentation. Ça reste peut-être pas à vous directement. Ah, on n'entend plus. On ne vous entend pas, Laurent. Ah, si. Ah, moi, je ne vous entendais pas, pardon. OK. Donc, merci pour votre présentation. Ma question s'adresse peut-être du coup par rapport à votre dernière intervention, pas directement à vous, Monsieur Prunier, mais j'aimerais qu'elle reste dans le débat après, peut-être que j'aurai ma réponse. Je vous explique, nous, on est un organisme de formation, on fait 15-20 formations de 1-2 jours par année à destination des professionnels du bâtiment. Et donc, on a 15-20 formateurs externes qui viennent, dans lequel, à chaque fois, il y a ce qu'on appelle un modérateur. En l'occurrence, c'est souvent moi qui vient pour l'aspect purement pédagogique et collaboratif au sein de la formation. Donc, on est souvent en binôme. Mais les formateurs que l'on prend, on les appelle formateurs. En réalité, ce sont des animateurs pédagogiques qui sont avant tout des professionnels en exercice et qui viennent avec leur savoir-faire, leur savoir-être professionnel et leur savoir. Donc, ils n'ont pas ni le temps, ni l'envie d'ailleurs, je pense, ni le besoin de passer par une justification qui prouve qu'ils sont formateurs, puisque en fait, ils sont plus témoins, experts que formateurs. Et je voulais savoir par rapport à Calliope, cette posture, comment elle était acceptée ou pas, parce que moi, clairement, je suis formateur et je peux vous dire qu'ils apportent énormément dans les formations. Énormément, c'est vraiment gigantesque et j'ai une petite crainte
parce que je l'ai vu avec Datadog ou avec d'autres choses, que petit à petit, ces personnes-là s'amenuisent petit à petit alors qu'ils ont énormément de choses à apporter et à offrir aux participants. Voilà. Si ça pouvait soulever un débat entre nous, ça m'intéresserait. Merci. Alors, moi, je n'ai pas d'élément de réponse. Par contre, le fait d'avoir un auditeur qui vienne sur place, enfin, qui vienne vous rencontrer, au moins ça laisse la possibilité d'en causer. Vous voyez, c'est-à-dire que c'est des éléments qu'il faut utiliser, parce que du coup, c'est un peu à votre avantage de souligner tout l'intérêt. Alors, pas pour contester l'indicateur ou voilà, ce qui est écrit sur le mode d'emploi, parce que ça, on n'aura pas gain de cause, mais au moins pour faire entendre toute la légitimité pédagogique et d'efficience, enfin, que vous décrivez. Je pense que ça rend au moins l'interview permet ça, ce qui n'était pas vraiment le cas avec Datadog. On est d'accord. On avait des gens qu'on ne voyait pas et qui nous disaient essaye encore. Voilà ce que je peux apporter comme élément, mais vraiment, je n'ai pas creusé ce point-là pour les raisons que je vous ai expliquées, puisque j'ai interdit aux autres d'y aller. Merci en tout cas. Oui. Est-ce que je peux poser une question Oui. Yoann Lacombe du MEDEF. Merci Jean-Philippe. J'avais une question. Dans la mesure où le chiffre d'affaires du cabinet représente 30% de l'activité formation, est-ce qu'il y a eu une réflexion menée sur stratégiquement, est-ce que ça vaut le coup ou pas de me faire référencer Calliope, à savoir est-ce qu'il y a eu une réflexion par rapport à la typologie des clients, moins de 50, plus de 50, et voilà, est-ce qu'il y a une stratégie, une réflexion menée dans ce sens, étant donné que finalement on sait bien qu'à mi-parcours, je crois qu'il y a un suivi d'audit, donc il y a encore des coûts, et finalement la certification elle est, me semble-t-il, valable dans le temps. Du coup voilà, il y a ce investissement, retour sur investissement. Est-ce que ça a été mené en termes de réflexion? Merci par avance. Écoute, je suis content de te voir, puisque je ne te vois pas, mais je suis content que tu sois là autour, Yann. Oui, donc 25%, hein, je disais, du chiffre d'affaires pour la formation. Ça va de soi que bon, c'est pas très très cher, enfin l'audit, compte tenu de notre situation. Donc j'ai pas hésité une seule seconde. Enfin, je préfère ça que de la sous-traitance. Enfin, faut être clair. Donc non, là il y avait pas, ça n'a pas été très long, tu vois. J'avais pas mis un long temps de discernement pour savoir qu'il fallait obtenir Calliope. Il y avait peu d'autres alternatives. Par contre, j'entends énormément de formateurs individuels qui se posent des questions, mais voilà, c'est pas eux ce qu'ils ont comme pourcentage de chiffre d'affaires. Ok, merci. Y a-t-il d'autres questions? Alors, rapidement. Oui, c'est bon. Moi, je voulais juste, parce que j'étais allée voir une réunion d'information avec un organisme dont j'ai perdu le nom, qui fait de l'accompagnement et aussi des audits. Et alors, je n'avais pas compris à l'époque, mais je pense que voilà, j'écoutais, mais avec des peurs, qu'il y avait possibilité qu'il y ait des rapports provisoires et que ce n'était pas payant à chaque rapport provisoire qui était remis. Donc, peut-être une éclaircie par rapport à ça. Oui. Ça, c'est bien comme question. Parce que j'avais suivi des webinaires et je m'étais reposé, mais à partir de quand il faut repayer? Oui, c'est ça. Bon, voilà. Et alors, je n'ai plus la réponse là sous les yeux, mais il y avait un temps limité quand même. Il fallait lever les objections pendant un temps limité, quoi. D'accord. Donc, voilà, il faut quand même faire attention à ça et
Et c'est pas dit que le chrono s'arrête en plus. Et enfin, on pourrait imaginer que quand ils réfléchissent et qu'ils étudient votre dossier, le chrono s'arrête, mais je ne suis pas sûr. D'accord. Il faut quand même se méfier. Voilà. Alors, après, on m'a expliqué qu'il pouvait y avoir une espèce de tolérance. Enfin, voilà, on ne payait pas forcément tout de suite, on pouvait avoir grâce. Bon, je n'ai pas joué. Hein. J'ai fait j'ai levé enfin, les différentes difficultés dans les temps. Quoi. Hein, les non-conformités, vous voyez, c'est ça. Hein. Vous avez raison, il faut quand même l'envisager parce que même si globalement, c'est pas très très cher, il faut éviter d'être en surcoût. Ça prend déjà suffisamment de temps comme ça. Merci. Ouais. Bien. Je vois aussi qu'à travers les questions, il y a peut-être la nécessité de clarifier quelques-unes. C'est que, bon, déjà pour obtenir, enfin, en tout cas pour faire une démarche Calliope, la première obligation est surtout de s'interroger si on veut s'engager vers des marchés donc publics ou alors éventuellement mutualisés. Donc ça, c'est la première obligation qui emmène un organisme de formation à être certifié Calliope. C'est-à-dire que tant que l'organisme n'est pas certifié, logiquement, donc à partir du moment en tout cas à partir de 2022, l'organisme ne pourra plus se positionner sur des financements, en tout cas sur des marchés de financement public. Donc ça, c'est l'obligation indispensable donc via Calliope. Ensuite, il faut savoir que la démarche a une durée en fonction du temps que vous mettez pour constituer votre dossier et qu'une fois la certification accordée, cette certification est valable 3 ans. Alors, je parle de 3 ans en sachant que en ce moment, c'est très compliqué de parler de 3 ans dans la mesure où les délais sont toujours reportés. Donc, on va dire qu'à partir du moment où vous êtes certifié en 2020, vous avez une année supplémentaire qui vous est accordée. Donc, vous aurez le renouvellement à partir de la 4e année. D'accord ? Donc là, c'est parce que nous sommes dans un contexte temporel particulier. Mais sinon, la validation complète d'une certification est de 3 ans. Au bout de 3 ans, vous devez faire une demande de renouvellement pour qu'elle fonctionne. Jusque-là, ça va. Ensuite, la certification, c'est aussi un processus, c'est-à-dire que vous êtes certifié par rapport à votre processus d'intervention, de pratique, et non pas par rapport à vos formations. En fait, ce n'est pas une certification par rapport à une formation, c'est une certification par rapport à un processus de pratique. En tant que vous, organisme de formation, comment vous procédez? Parce que là, je vois qu'il y a quelques questions où parfois, ce n'est pas tout à fait clair. Et donc, il ne s'agit pas d'une certification de formation, mais c'est une certification d'un processus, en fait, qui est accordé donc à un organisme de formation. Voilà. Donc, je pense que là, pour l'instant, si vous avez d'autres questions par rapport à ça, sinon, je pense qu'on peut passer au témoignage suivant. J'aurais simplement une question, si c'est possible. J'ai une collègue qui est là aussi, Anne Tartelin. Nous, on est de l'enseignement agricole, CFPPA. Donc, moi, je suis du CFPPA d'Auxerre-Venois, à côté d'Auxerre. Donc, nous, on est dans une démarche de double certification, Calliope et Caliform Agri. Moi, ma question, en fait, Monsieur Prunier, c'est concrètement, là, on est en train de travailler sur tout l'amont, c'est-à-dire en train de travailler sur nos processus, sur harmoniser, codifier, etc., tracer. Mais concrètement, aujourd'hui, nous, là, où on est un petit peu dans le flou, c'est quand l'auditeur est venu chez vous, d'ailleurs là, à plusieurs reprises, mais quelle a été sa démarche? Dans quelle philosophie était? Est-ce qu'il y avait des points sur lesquels vous l'avez senti sensible? Je ne sais pas moi, le handicap, voilà, des points où il faut vraiment qu'on soit un petit peu vigilant en fait. D'accord. Alors, moi, je ne vais pas vous répondre parce que je ne suis pas témoin. Mais donc, bien, voilà, on va demander au premier témoin. Il y a entre la CSPPA,
d'Auxerre ou celui de Quetigny, ici à côté. Et puis, il y a un organisme comme le mien. D'autant plus que vous avez, vous, une double certification, hein, certification ministère, agriculture, et puis Calliope. Bon, j'imagine qu'il existe autant d'auditeurs que d'organismes. Bon, et du coup, voilà, vous avez des gens qui ont leur marotte et puis d'autres non. Mais je pense que le système a été conçu où ils ont des points de passage obligés, qui donnent des points ou qui donnent des non-conformités. Et du coup, ben voilà, il suffit d'être assez attentif. Vous évoquiez la question du handicap. Bon, ben, moi, je n'avais pas complètement compris. Hein. Pourtant, j'ai été longtemps serviteur de la GFIP, donc il me semblait avoir tout ce qu'il fallait et avoir bien comment dire, répondu aux questions. Il n'en demeure pas moins que j'ai une non-conformité sur ce sujet. Hein, parce que je n'avais pas bien compris exactement la philosophie dans laquelle les textes étaient écrits. Alors, ben, voilà, et tout. Et ça m'a été difficile de l'obtenir de l'auditeur, vous voyez bien, parce que l'auditeur, s'il veut vous certifier, il ne faut pas qu'il vous donne la solution, parce que s'il vous donne la solution, évidemment, le coup d'après, vous avez bon. Donc, c'est pas… évidemment, il y a un petit… là, je ne pense pas que ça soit une de ces marottes. Je pense que c'était une façon d'avoir conçu le texte, pour des raisons bien compréhensibles d'ailleurs, et la question de l'intégration et de l'accessibilité, mais qui n'est pas, par exemple, là qu'une question d'accessibilité physique à mon bureau et à ma salle où je peux faire du coaching, mais plutôt à l'accessibilité des formations. Quand on voit la grande diversité du style de handicap, oui, vous en avez énormément. Qui peut prétendre à avoir sa formation, même s'il n'en avait qu'une, accessible à tous les types de handicap? Bon, voilà, je vous laisse réfléchir sur la réalité, vous voyez, de l'engagement de votre organisme, du CFPPA d'Auxerre, puisque vous parlez du CFPPA d'Auxerre. Donc, vous voyez, bon, je pense que certains peuvent avoir leur marotte, mais ils ont surtout un prêt-à-penser qu'il faut cocher la case. Et si vous n'êtes pas dans la case, ben voilà, vous avez une non-conformité et du coup que vous aurez à lever. Voilà. Je vais illustrer sur le sujet que vous avez évoqué. Très bien, merci beaucoup Jean-Philippe. Donc on va continuer, poursuivre donc, vers le deuxième témoignage. Donc, de toute façon, on reviendra éventuellement donc, en fin de réunion pour répondre éventuellement à d'autres questions. Donc, je vais demander à M. Testi de bien vouloir prendre la parole et puis de nous expliquer un peu son point de vue et puis comment ça s'est passé donc, dans son organisme. Voilà. Bonjour, M. Testi. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis voisin. En fait, je suis présent ici par invitation de ma collègue d'Alméa Haute-Marne à Chaumont, mais je suis basé à Châlons-en-Champagne, puisque Alméa est un centre de formation qui a fusionné ces 4 organismes gestionnaires de CFA en 2016. Donc, aujourd'hui, on est présent sur la Champagne-Ardenne. On est à peu près 350 salariés, 24 millions de budget. On est présent sur Châlons, Reims, Vatry dans la Marne, Chaumont et Saint-Dizier en Haute-Marne, Charleville sur les Ardennes, et j'ai oublié Pont-Sainte-Marie, et on est en train d'absorber le CFA de la pharmacie de Troyes. Donc on est certifié d'absorber, ce n'est pas une multinationale, hein, c'est qu'on a créé notre association. On était un petit CFA interprofessionnel il y a 40 ans, créé par une chambre de commerce externalisée pour s'occuper de l'activité apprentissage interprofessionnel. Donc ça, c'était en 1976. Et petit à petit, la partie interprofessionnelle a amené le développement d'activités école de la deuxième chance et formation continue. Ce qui fait qu'aujourd'hui, Alméa a ces 3 activités distinctes, une 4e avec l'accompagnement et l'insertion, où on commence à faire la Digital Academy avec du supérieur à distance. Donc voilà, grosso modo, les 4 activités. Donc 350 salariés avec entre 120 et 140 formateurs sur tous les sites. En termes d'historique sur la certification, c'était dans les années 2000.
une volonté du Conseil régional de Champagne-Ardenne de pousser déjà les organismes de formation à avoir une certification. Alors à l'époque, ils n'avaient pas donné la plus simple, puisque c'est l'ISO 9001. À l'époque 2008, donc on a entamé cette démarche-là dans les années 2000, et on est certifié ISO 9001 depuis 2006. Donc c'était version ensuite 2008, on est passé à la version 2015 récemment. Et la fusion des organismes gestionnaires qui a été décidée par les présidents de l'époque a amené la création d'Almea en 2016 et très rapidement une extension du périmètre de cette ISO 9001 pardon, spécifique aux organismes de formation, parce qu'il y a la 9001 industrielle et il y a une variante accès organismes de formation. On va un petit peu plus loin sur les pratiques pédagogiques et autres, pour être un petit peu moins industriel que les MDEC et autres, pour ceux qui connaissent. Donc, on a fait ça en 2016. On a étendu le périmètre quand on a absorbé nos 3 collègues non marnais. Ensuite, comme tout le monde, avec la loi en 2015, sur les ébauches, on va dire, de la loi pour choisir son avenir professionnel à partir d'un registre national unique, les prémices du RNQ, avec Datadoc, comme tout le monde. Donc, il a fallu qu'on s'y plie aussi. Ceux qui se souviennent à l'époque, l'ISO 9001, un jour, elle était sur la liste du COFRAC, un jour, elle n'y était plus. Donc, on s'est posé la question pour les financements publics aussi, qu'on pouvait perdre du jour au lendemain. N'était pas, comment dire, reconnu par le COFRAC. Donc, on a fait Datadoc et à l'époque, on a fait la conformité de certification formation professionnelle, aussi auprès de l'AFNOR, pour assurer le coup. Donc, Datadoc, comme M. Prunier, ben voilà, les fameux 21 critères qu'on a fait un par un. Voilà, donc là, c'était une expérience classique. Ensuite, l'apparition de Calliope, quand ça s'est présenté, comme tout le monde, de toute façon, on s'est dit on va être obligé d'y passer. Effectivement, je connais aussi des collègues qui, comme M. Prunier, sont tout seuls. Entre une grosse machine comme nous et des indépendants, de toute façon, la démarche va être la même. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est dit, bon, déjà, on a des procédures, on a 10 ans d'expérience, 15 ans même sur l'ISO, si on prend Col-à-Marne. On s'est dit ça devrait le faire. Et en début d'année, je me suis dit, bon, OK, la crise du Covid a permis à tout le monde de décaler d'1 an. Je me suis dit tout seul, allez, je pense que ça se tente. Fort de cette expérience-là, quelle est la méthode utilisable? Je me suis dit, déjà, regarder ce qu'est Calliope. Donc, comme tout le monde, je suis allé faire une demi-journée. Bon, c'était l'AFNOR en l'occurrence, parce qu'on était chez eux, pour voir ce que c'était. Donc, présentation du dispositif. Ce qu'ils conseillaient, c'était de faire un petit diagnostic. Bon, ça, avec l'expérience qu'on a, on a un service qualité, on est 2 personnes en tout. Je me suis dit, on peut déjà se le faire tout seul. Et ensuite, j'ai choisi de proposer à mes collègues du comité de direction de dire, bon, on peut déjà initier la démarche tout de suite. Si on est certifié en octobre, sachant que notre échéance d'audit, elle est en octobre depuis des années. Bon, en mars, je me suis dit, bon, allez, ça se tente. Au moins, on lance la démarche. Si on est certifié, tant mieux. Si on ne l'est pas, on aura commencé. De toute façon, l'obligation était pour 2022. Donc, on ne prend pas un gros risque, on essaye. Et en termes de méthode, j'ai bêtement pris les critères et les indicateurs, et puis de dire, ben voilà, pour chaque critère, pour chaque indicateur, quel est l'élément de preuve dont on doit disposer? Est-ce qu'il est censé être présent dans l'ISO 9001 ou pas? Est-ce qu'on l'a ou pas? Et puis sur tous les sites, de dire, ben voilà, les responsables formation, les personnes concernées, vérifier si oui ou non vous pouvez répondre à ce critère-là. S'il y a des trous dans la raquette, ben on va essayer de les combler. Et puis, on va se former. Donc, je me suis formé à distance puisqu'on était en plein confinement. Donc, j'ai pris un cabinet sur Reims avec qui je travaillais, qui, pendant cette crise-là, a aussi monté une action de formation à distance Calliope avec un mot par critère, en fait, avec du travail intercession, et pour que chaque organisme puisse amener les éléments dont il disposait. Et on a mis en commun pour voir comment on répondait les uns les autres à tous les critères. Et sur cette formation-action-là qui s'est déployée de mars à fin août, la dernière, enfin même pas, la toute dernière était pendant mon audit.
Donc, on a fait comme ça avec un jeune que je venais d'embaucher au QHSE, qui en plus venait de l'extérieur. Et critère par critère, on a déroulé. On s'est fait un petit plan d'action pour regarder si on avait tout. Et j'ai quand même pris attache d'un auditeur externe à qui j'ai acheté une prestation pour ne pas me regarder le nombril. Et il est venu faire des audits Calliope parce qu'il était auditeur, enfin il est auditeur Calliope déjà. Et il m'a mis deux non-conformités majeures sur 2 sites pour des choses qu'on n'avait pas, notamment une communication de nos indicateurs sur un site internet, et puis je ne sais plus, enfin bref, ce qu'a dit monsieur tout à l'heure Prunier, hein, si ce n'est pas là, de toute façon, c'est la grosse différence avec l'ISO. Il y a une interprétation possible, mais je ne vais pas dire que c'est binaire, mais ou c'est là ou c'est pas là. Si c'est pas là, l'indicateur il n'est pas rempli, et on peut être tout de suite à la non-conformité majeure et ne pas être certifié. Donc ça, c'était en septembre, hein, et mi-septembre. Et l'audit a eu lieu du 26 au 30. Donc là, du coup, j'ai fait un audit combiné ISO 9001 et Calliope. Donc Calliope, ça s'est passé sur le site de la Marne, donc une journée complète, et une journée complète sur le site des Ardennes. Donc la particularité Covid, c'est une anecdote. C'est pas du storytelling, mais il se trouve que j'étais cas contact pendant le Covid, parce qu'on a mangé avec mon animateur QHSE. Forcément, on mangeait ensemble le midi, et le jeune était positif au Covid le mardi. Donc, quand il nous l'a dit le soir, le lendemain, on a arrêté l'audit. Et la FNOR a permis de le finir à distance. Donc, comme on est là, ce qui a mis un peu de stress sur les équipes des Ardennes, mais bon, qui avaient déjà peur avant qu'ils viennent, puisque je vous donnerai juste après ma méthodologie. Et du coup, on a fait l'audit les 2 dernières journées à distance. Et ça s'est très bien passé. On a montré les documents comme ça en partage d'écran. On a répondu pour fournir les éléments dans la journée. Et du coup, voilà, la démarche était lancée et l'audit s'est déroulé. Et on a été certifié Calliope dès cette année en utilisant cette méthode-là. Après, bon, voilà, je ne suis pas candide, hein. Je sais très bien, et il nous l'a dit. C'est la remarque que j'ai faite, j'ai oublié son prénom pour l'agri. Une certification existante, c'est déjà un bon socle pour préparer Calliope, c'est évident. La taille de notre structure fait aussi que c'est évidemment un atout. Mais voilà, la méthode, j'ai fait comme si on était petit. Qu'est-ce qu'il faut faire? On l'a ou on ne l'a pas? Si globalement, on a quasiment tout, ça se tente, quoi. Donc, on a tenté, et bon, on a quand même mis les moyens avec la formation. Enfin, voilà, il y avait peu de place au hasard quand même. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire? J'ai pris des notes, mais en fait, j'en ai pas eu besoin. On a été donc certifié la semaine dernière, c'est tout frais. On a eu la réponse là, début de semaine. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit. Si, mon objectif, voilà, c'est tellement évident que je l'ai oublié. Ça fait 20 ans, moi, que je suis dans le MEA, j'ai démarré formateur. Aujourd'hui, je suis directeur QHSE. Je fais les systèmes d'information en même temps. Et jusque l'année dernière, je m'occupais du développement de la structure et j'étais directeur régional de la formation continue. Du coup, j'étais un peu dans tous les domaines. Et mon objectif sur cette partie qualité, c'est d'intégrer la qualité dans le fonctionnement et que les équipes en face sans s'en rendre compte. Du coup, j'ai pris un risque, c'est que j'ai pas trop, j'allais dire, chapeauté mes collègues directrices d'activités de formation. J'ai communiqué un minimum. J'ai pris la présentation de Calliope que vous devez connaître. J'ai juste fait un petit PowerPoint en disant, voilà grosso modo ce que c'est, voilà comment on va faire. Je vous mets ça sur l'extranet. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Je vous mets des exemples de preuves par indicateur. J'ai fait une réunion sur tous les sites pour leur dire comment on allait faire. N'ayez pas peur, on sera là derrière vous au cas où. Répondez sur comment vous faites votre travail. Et si jamais l'auditeur il va un peu trop loin, on prendra le relais avec le service qualité. On sera là toute la semaine, ne vous inquiétez pas. Voilà, donc c'est facile à dire quand on maîtrise le truc. Tout le monde avait un petit peu peur et finalement, j'ai fait passer la semaine comme ça. Et tout le monde a répondu et je leur ai dit, voilà, bravo, parce que vous avez simplement répondu sur comment vous travaillez au quotidien. Voilà, parce que Calliope, je reprends la remarque de M. Prunier du début, ce n'est pas des qualiticiens à la base. Là, ils ont répondu et Calliope n'a pas besoin d'avoir de procédure. On a répondu à pas mal de choses de Calliope en montrant les procédures de l'ISO, notamment sur les compétences avec ma collègue RH. Et on n'a pas besoin de procédure pour Calliope, quoi. Si on peut prouver au quotidien qu'on fait notre travail correctement, voilà.
ça se passe comme ça. Voilà. Je vais attendre vos questions parce que sinon, je peux parler. J'arrête et je vous écoute. Mais c'est déjà très bien, hein, pas de problème. J'ai vu que Delphine avait une question à poser. Allez-y, Delphine. Non, mais c'était tout à l'heure, en fait, c'était par rapport à l'aspect concret, en fait. Concret, savoir encore une fois, là, en fait, je comprends bien, vous nous expliquez votre démarche, comment vous avez appréhendé les choses, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on est tous dans des démarches qualité, on est tous la tête dedans et on se dit, mais derrière, concrètement, qu'est-ce qu'a demandé l'auditeur? Et donc, voilà, c'était pour ma question de tout à l'heure. Donc là, pour faire très concret, vous êtes tous dans la formation. Quel document utilisé au quotidien peut répondre à un indicateur? Le livret d'apprentissage d'un apprenti, en fonction de ce qu'il y a dedans, le règlement intérieur, etc. S'il est communiqué avant, bah voilà, ça permet de répondre, je vais dire une bêtise, hein, ce n'est pas le bon, à l'indicateur 7, à l'indicateur 8. Voilà. Monsieur parlait tout à l'heure je travaille avec des formateurs externes, ils connaissent leur métier, c'est des bons professionnels. Oui, sauf que l'auditeur, il s'en fiche un peu de ça. Comment vous garantissez le fait qu'il fait de la pédagogie correctement avec les valeurs qui sont les vôtres dans votre structure? Bah, la manière la plus simple d'y répondre, c'est de considérer que votre prestataire externe, c'est comme si c'était un de vos salariés. Vous lui demandez est-ce qu'il remplit des choses en pédagogie sur le positionnement, sur le pendant, sur l'après, s'il mesure la satisfaction. Si vous répondez que ça ne vous plaît pas trop, vous lui dites bah, ok, je vais continuer à travailler avec toi, mais tiens, je t'ai préparé ce petit document-là. Bah, merci de me le remplir. Voilà. Et du coup, vous intégrez, vous sécurisez le truc avec un document qui fait une page. Est-ce que vous faites avant, est-ce que vous faites pendant, est-ce que vous faites après? Et sur votre mesure de satisfaction, allez juste mesurer s'il y a une évolution en termes d'acquisition de compétences à la sortie par rapport à l'entrée. Et puis voilà, la réponse, elle est donnée à l'auditeur et ça lui satisfera sans aucun problème. On prend quelques prestataires aussi et on fait comme ça. Hein. Sur du déclaratif, il fait ou pas, vous vérifiez. Bah oui, moi, il m'a dit qu'il faisait et de temps en temps, je vérifie. Et ça suffit. Je vois que Isabelle, vous avez quand même pas mal de questions. Alors, je vous invite à les poser, si vous voulez bien. Isabelle, les grandes Oui, Isabelle, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Oui, j'ai plein de questions. Savoir, moi, je suis un tout petit organisme et je me pose plein de questions sur le fait de est-ce que je dois le faire ou pas, parce que je donne des formations, mais via d'autres formateurs. Mais des fois, j'ai des gens qui viennent me demander et puis qui me demandent aussi si c'est pris en charge dans les CPF, machin, là, les OPCO. Et donc, pour une ou deux personnes, ça peut valoir le coup, pas tellement financièrement, mais qu'au moins, voilà, ce que j'ai à transmettre soit transmis. Et donc, je me pose plein de questions et je me pose aussi des questions parce que je me suis fait Datadoc très longtemps. Et est-ce qu'il y a beaucoup de choses qu'on reprend et assez facilement, enfin, on transforme un peu, mais pouf, ça va? Ou est-ce qu'il y a vraiment des critères qu'il faut retravailler beaucoup? Monsieur Prunier a déjà répondu tout à l'heure. Bon, Datadoc, c'était 21 indicateurs. C'était les prémices du RNQ, donc référentiel national qualité. Pour info, j'ai eu un contrôle Datadoc sur site aussi, qui a permis de vérifier qu'on était conforme au passage. Mais on passe de 21, j'allais dire indicateurs, à 32. Donc certes, il y en a un peu plus. J'ai répondu sur le chat Delphine. Certains sont un peu plus poussés, comme le handicap, l'amélioration continue, la prise en compte de son environnement. Enfin, voilà, il y a quelques critères en plus, mais globalement, les 21 du Datadoc, vous les retrouvez. Je pourrais vous le mettre en partage pendant le prochain témoignage. Ce que m'avait présenté la FNOR, enfin pas qu'à moi, entre les 21 indicateurs du Datadoc et Calliope, avec des petites pastilles vertes, orange et rouge, pour que globalement, vous puissiez voir que 90-95% du Datadoc est dans Calliope. Et qu'il y a deux points importants que j'avais notés aussi pour moi en interne, c'était la partie handicap et la partie amélioration continue. C'était les deux focus sur lesquels il fallait travailler pour ne pas avoir de non-conformité majeure, à partir du moment où on avait déjà de solides bases, notamment pour vous sur le Datadoc. Moi, j'ai plutôt des solides bases sur le handicap et l'amélioration continue.
Après, handicap, je ne vais pas dire que c'est facile, mais répondre à cet indicateur-là, c'est informer si oui ou non vos formations permettent la prise en compte du handicap. Il faut juste que ce soit une information accessible. Donc, soit sur vos fiches catalogue produits, pour celui qui n'a pas de site Internet, soit sur le site Internet. Bon, du coup, pour les petites structures, c'est forcément vous la référente handicap, de pouvoir prouver que vous travaillez avec la GFIP, que vous travaillez avec votre réseau local. Ces quelques éléments de preuve-là peuvent suffire. Et si en plus vous avez un exemple d'un moment donné où vous l'avez adapté, c'est parfait. Quand vous avez tout ça, la question posée, ça prend 5 minutes et hop, on passe à la suivante. D'accord. Merci. Je vous en prie. Delphine, vous avez encore quelques questions? Non? Bon, parce que je vois qu'il y a la main, c'est pour ça, donc bon, apparemment, non, moi c'est bon. Nous avons encore un peu de temps. Est-ce que vous avez encore des questions auprès de M. Tessi? Visiblement, non. Bon, écoutez, dans ce cas, écoutez, merci beaucoup, M. Tessi. Et puis, de toute façon, on vous redonnera la parole, je pense, à la fin. Donc, je vais demander à Muriel Camus de bien vouloir prendre la parole et puis de présenter son expérience par rapport à Calliope. Ok, très bien. Bonjour à tous. Donc, Muriel Camus. Comme M. Prunier, je suis donc indépendante. Je vais simplement vous partager simplement un petit topo rapide que j'ai fait. Je suis indépendante donc depuis 2009 sur des secteurs d'intervention connus comme les ressources humaines, le management et l'ingénierie de formation. Alors l'ingénierie de formation que je destine plus particulièrement aux organismes de formation, puisque j'accompagne et je forme à peu près à 50% de mon CA, tout type de structure, ça va de la TPE, PME, donc à caractère privé, jusqu'à des collectivités territoriales, donc liées au public. Donc moi, j'ai plus grand chose à dire par rapport à tout ce qui a été dit précédemment par ces deux messieurs. Je vais simplement vous parler un petit peu de mon parcours de certification. Il est vrai que dans le fond, mon cœur de métier étant l'ingénierie de formation, j'ai été très vite interpellée par la qualité, je dois dire, en matière de formation. Et j'ai obtenu donc une certification CNEFOP. Alors c'était les anciennes certifications où à l'époque, au temps du CNEFOP, on avait 52 certificateurs avec 52 certifications différentes. Donc du coup, moi je me suis orientée vers un organisme, le même que M. Prunier tout à l'heure, ICPF, et j'ai été certifiée CNEFOP via ICPF en 2016. Alors évidemment, vous vous doutez bien que c'était suite au décret donc, de juin 2015, ce même décret qui a, qui a fait naître le Datadoc. Donc j'ai été certifiée en même temps que la naissance du Datadoc. Bon, alors c'était pas mal à l'époque puisque ça m'a permis de fournir comme preuve à Datadoc ma certification CNEFOP. Et donc, j'ai pu m'abstenir de répondre aux 21 critères de Datadoc. Mais en tout cas, à cette époque-là, ça a été un gros travail pour moi. Je rejoins M. Prunier quand il disait une dizaine de jours. Ça a été le cas me concernant pour la certification CNEFOP. Alors, c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé pour Calliope. Qui plus est entre 2018 et 2020, j'ai été référente chez ICPF pour former et accompagner donc les futurs certifiés. Donc référente au niveau Bourgogne-Franche-Comté. J'ai eu des relations avec l'Amphore à ce sujet qui m'a permis d'envoyer un certain nombre de documents que vous avez peut-être reçus les uns les autres, notamment des newsletters. Donc je remercie Amphore en tout cas pour m'avoir permis ça et me le permettre encore justement. Donc c'est vrai que cette histoire
j'allais dire, très imprégné sur les certifications, m'a permis de réaliser Calliope, j'allais dire très 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 facilement. Mais auparavant, effectivement, ça avait été long. Ça avait été long. Je dirais pas compliqué, mais plutôt long. Par rapport au fait que j'ai pu obtenir cette certification Calliope par l'intermédiaire d'un audit allégé, puisque bénéficiant de la certif TFOP, j'ai eu un auditeur qui, comme tout le monde, est venu me voir pendant une demi-journée seulement, puisque j'avais cette certification historique. Mais bon, je dois dire qu'il s'est comporté comme tout à chacun vis-à-vis d'un audité. Il passe en effet en revue l'ensemble des critères du référentiel et il regarde vos écarts entre ce que vous lui fournissez comme preuve, ça a bien été expliqué auparavant, et les impératifs du référentiel. Et effectivement, s'il y a un écart, en fonction de l'écart, il vous met une non-conformité mineure ou majeure. Ce que je veux dire aussi, c'est que il ne faut absolument pas prendre l'audit comme un examen. Moi, je vois dans mes clients que j'accompagne, voilà, des peurs normales, du stress, et je démystifie très vite tout ça et je leur dis attention. Ne le prenez surtout pas comme un examen, voilà, c'est un échange avant tout, très serein, très bienveillant, voilà, il y a une posture de la part de l'auditeur impérative qui est la bienveillance, alors évidemment, comme on le disait tout à l'heure, il n'a pas le droit de vous conseiller, ça c'est une évidence, il ne vous conseillera pas. Mais voilà, malgré tout, il restera bienveillant et il vous dira, ben voilà, il faut me prouver, cette action et lever cette non-conformité. Donc, avant tout, bienveillance, avant tout aussi échanges conviviaux entre les deux parties, ça c'est important de le dire. Parce que c'est pas un monologue, voilà, c'est pas un questionnement unilatéral, voilà, vous échangez tous les deux sur justement votre processus, le processus que vous avez mis en place. Et puis je serais tentée de dire aussi, ne pas perdre de vue le fait que toute cette logique à une seule cible bénéficiaire, votre formé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on vous a amené à réaliser ce processus qui va être obligatoire au 1er janvier 2022, c'est au bénéfice du formé et c'est pour que le formé puisse effectivement être formé dans les meilleures conditions possibles et qu'on s'assure effectivement des conditions dans lesquelles est formé ce stagiaire. Donc ne perdons pas de vue que la cible dans tout ça, ça reste notre formé, et que quelque part, si l'auditeur constate que le formé a acquis des compétences tout au long de la formation, le but est atteint. Maintenant, il reste effectivement à prouver efficacement et par le biais de documents que vous avez bien réalisé ces actions. Alors, au sujet des documents, je voudrais dire que ce n'est en aucun cas un audit documentaire. Ça veut dire que si, lors de votre règlement intérieur, vous avez oublié un point, vous n'avez pas de non-conformité sur le point oublié. S'il l'a vu, il pourra vous dire « Ah tiens, attention, là, vous avez oublié l'article 3, machin ». Et c'est tout, quoi. Je veux dire, il n'aura pas à vous fixer de non-conformité, mineure ou majeure, sur un point d'un document qui a été oublié. Maintenant, regardez bien le guide de lecture
qui est sur le site du ministère du Travail. Dans le guide de lecture, certainement que vous êtes déjà allé, mais vous avez vraiment, je vous dis ça parce qu'il y a eu une version là dernièrement, là le 6 octobre, une nouvelle version, mais qui apporte des exemples supplémentaires au niveau des preuves que vous pouvez fournir. Donc, lisez bien entre les lignes toutes les preuves possibles et imaginables. Alors, encore une fois, attention, c'est pas non plus nécessaire de vous dire « Oh là, dans le guide documentaire, on me liste 10 preuves, il faut à tout prix que je les ai. » Non, l'idée, elle n'est pas là. C'est qu'on vous fournit un maximum d'exemples pour que vous puissiez voilà, choisir, en tout cas, dans l'ensemble des preuves. Donc ça, c'est un point important. Voilà. Et puis, un autre point qui, à mon sens, est très important aussi, prendre l'exercice Calliope comme une amélioration de vos pratiques. On est dans une logique d'amélioration continue et effectivement, c'est se dire « Ah, l'auditeur a constaté une non-conformité ». C'est absolument pas grave en soi, il faut vraiment démystifier ça, c'est vraiment pas grave. Bon bah ok, je me remets dessus, ok, je comprends ce qui s'est passé, je vais faire en sorte de la lever, et là vous-même vous améliorez vos pratiques d'une manière autonome. Donc là je dirais que vous avez réussi quoi, parce que bon, à la limite aucun intérêt d'avoir Calliope du premier coup. Alors on est toujours content forcément, mais ça veut dire que avez-vous bien réfléchi à tout le process, hein, parce qu'il faut l'entretenir. Il faut entretenir ce process, comme on le disait tout à l'heure, sur une durée de 3 ans, donc à partir du 1er janvier 2021. Si vous arrivez à faire avant le 31 décembre sur une durée de 4 ans, où vous aurez donc l'audit initial en face à face dont on parle, où ensuite vous avez un audit à mi-parcours, et où enfin, vous avez, à distance je précise, et où enfin vous avez ce fameux audit de renouvellement. Donc, comme je dis toujours à ceux que je forme ou j'accompagne, attention, c'est pas Calliope pour faire plaisir à l'auditeur. Non, lui, il s'en fiche. C'est pour vous améliorer vous, c'est pour faire en sorte que votre bénéficiaire puisse acquérir les compétences dans les règles de l'art. Et auquel cas, de toute façon, dans 1 an, dans 2 ans, vous serez encore audité. Hein, par rapport à tout ce que vous avez eu entre ces 2 dates, et on est en permanence audité, donc d'une manière perpétuelle. Donc par conséquent, voilà, c'est pas pour faire plaisir aux législateurs, c'est pas pour faire plaisir. Je vous le dis parce que j'ai déjà eu le cas. Oui, ben on s'en débarrasse vite fait de Calliope parce que ça me saoule, ça prend du temps, voilà, c'est complexe. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Autant s'approprier, comme le disait tout à l'heure Monsieur Prunier, quelque chose à sa juste mesure. C'est pas la peine d'aller chercher des usines à gaz, c'est pas la peine d'aller faire des choses que l'on ne respectera pas et qui ne nous correspondra pas. De toute façon, ça se verra. Voilà, faites quelque chose de construit, qui vous corresponde, qui corresponde à votre structure. Et que vous êtes à même de faire vivre. Hein, voilà, je pense que c'est super important de faire vivre Calliope tout au long de sa vie. Et puis être à même effectivement d'être dans une logique de renouvellement à l'issue de ces 4 ans ou 3 ans suivant le cas. Voilà, j'attends vos questions. C'est très bien, c'est très très bien. En plus, vous avez vraiment résumé toute l'histoire. Génial. Eh bien, merci. Écoutez, merci beaucoup Muriel, parce que vraiment c'était très complet. Donc, écoutez, je laisse la parole aux personnes. Hein, donc, allez-y, n'hésitez pas. N'hésitez pas, je vous écoute. Si je peux y répondre, ce sera avec plaisir. Moi, j'aurais eu une réaction. Alors, honnêtement, moi, je suis plutôt pour les audits, l'assertif, les démarches qualité et tout le soin de soin, comme on aime à dire. Et je pense que c'est bien que ce soit à destination de l'apprenant final, bien entendu,
mais aussi de nous-mêmes en tant qu'organisme de formation. Pour autant, pour ne pas rester dans le monde des bisounours quand même, à notre niveau, en tant qu'organisme de formation, petit organisme de formation, ça demande, comme ça a été dit, du temps, qui est aussi du temps d'apprentissage pour nous, donc très bien, mais c'est quand même du temps, donc de l'investissement. La réalité des faits, c'est que ce temps et cet investissement financier, il est redistribué sur le prix des places de nos apprenants. Donc c'est eux qui le payent. Parce que sinon, notre équilibre budgétaire, il n'existe pas. Alors si on arrive à optimiser les prix, tant mieux, et à ne pas leur rebalancer directement, tant mieux. Donc c'est bien pour nous et pour eux, mais il y a une réalité par rapport à ça. Donc il me semble assez légitime que dans ce cadre-là, où on nous demande de faire quelque chose et où on s'implique dedans, on ait aussi envie d'avoir un service qui soit de qualité en face. La difficulté, alors là, c'est une aigreur que je redonne par rapport à Datadoc, où j'y suis allé, mais vraiment sereinement ou autre, c'est que j'ai eu la chance ou la malchance, je ne sais pas après coup, mais pour le moment, c'est encore une malchance, d'être tombé sur un auditeur qui était clairement issu de l'éducation, de la formation initiale, si vous voulez, avec la philosophie de la formation initiale dans laquelle j'interviens. Je vois bien la différence avec la formation continue professionnelle que l'on a. Et honnêtement, il me posait des questions par écrit qui étaient mais en incohérence complète avec la réalité de ce qu'on le faisait, parce que lui, il était dans un schéma pluriannuel, alors que nous, on est au coup par coup, et que c'est une démarche pédagogique qui est complètement différenciée. Donc là, ce que j'espère dans Calliope, c'est que le rapport humain va permettre d'équilibrer un petit peu ça. Je dis bien je l'espère, mais on ne change pas la philosophie de quelqu'un d'autre rapidement. Donc il y a quand même ce rapport de jugement, quelque part, qui est légitime, mais qui en même temps peut parfois être dérangeant, alors même que tout le monde est de bonne volonté quand même. C'est juste pour rééquilibrer un petit peu vos dires, parce que moi j'entends la bienveillance avec laquelle vous parlez, c'est beau, mais j'ai envie d'avoir les pieds sur terre, même quand j'ai la tête au ciel. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, j'ai bien compris. Alors, c'est normalement dans leur déontologie. Après, Datadoc et le groupement d'intérêt économique que représentait Datadoc n'était basé que sur du déclaratif. Donc, vous voyez mon soupir. Hein. Donc, bon, je sais qu'effectivement, il y a eu quelques 800 contrôles après avec des gens qui étaient missionnés, voilà, je ne sais pas trop sous quelle forme, mais en tout cas, oui, ça ne m'étonne pas. Moi, j'ai effectivement eu autour de moi des gens qui ne comprenaient pas pourquoi ils avaient été retoqués Datadoc, alors qu'ils avaient envoyé 2 fois le même sujet, par exemple, avec exactement du mot pour mot. Eh ouais. Ouais. Mais après, la bonne nouvelle, c'est qu'il faut de tout pour faire immonde. Donc oui, voilà, c'est ça, complètement. Après, voilà, ce qui est plus rassurant avec l'auditeur, c'est qu'on a vraiment quelqu'un en face de soi, ce qui n'était absolument pas le cas au niveau de Datadoc. Voilà. Et quelqu'un qui est... alors, au départ, la plupart des auditeurs sont issus de la qualité, et qui se sont formés petit à petit au sein de la formation professionnelle, ou du moins sur le sujet de la formation professionnelle. Ceux que je connais, alors je ne les connais pas tous, hein, loin de là, cette prétention, sont dans le schéma que j'ai quand même décrit tout à l'heure, malgré tout. D'autres questions ? N'hésitez pas. Vous avez été parfaite, hein, non, surtout pas, Christine. En général, donc effectivement. Mais c'est vrai que par rapport à ce que M. Boiteux signalait tout à l'heure, effectivement, la grande inquiétude est pour notamment des formateurs qui interviennent ponctuellement pour soit une branche professionnelle ou autre. Et c'est vrai que vis-à-vis des on va dire des organismes certificateurs, la question se pose de savoir si ces formateurs doivent être certifiés Calliope ou pas. Or, logiquement, à partir du moment où vous faites intervenir la personne et que vous-même vous êtes donc certifié, il n'y a pas d'obligation pour que finalement, on va dire le sous-traitant soit certifié Calliope. C'est ça. Je valide à 100% ce que dit Christine. Les sous-traitants, d'ailleurs, font partie d'un indicateur au niveau de Calliope.
Donc, aucune obligation pour ceux qui veulent conserver ce statut, hein, qui est légitime hein, pour certains d'entre eux. Voilà. Après, c'est aux certifiés de bien effectivement faire respecter les indicateurs en lien avec le sous-traitant. Et comme le disait Christophe tout à l'heure, bah, d'un seul coup, voilà, prouvez-moi que vous avez bien fait ça, comment avez-vous fait ceci. Voilà, ça revient, la responsabilité revient au certifié. Et pardon, c'est la même, en complément, c'est la même remarque que je ferais à l'époque quand Datadoc est arrivé. Les indépendants avaient peur de ne pas se retrouver certifiés Datadoc par rapport à la référencé. Le temps que ça prend, le temps à investir, le coût, etc., le surcoût. Donc déjà, il ne faut pas faire ce qu'on appelle de la surqualité. Ouais. Curseur trop, faites le strict minimum. Et les indépendants qui travaillent pour des structures sous forme de prestations, à partir du moment où ils sont bons, déjà, il y a une raison. Pourquoi vous êtes bon, si vous vous posez la question? Parce que vous vous imposez tout un tas de choses qui déjà correspondent à la globalité de ce qu'il faut faire. Bien sûr. Je pense même de ce que vous allez faire. Et après, soit vous continuez à bosser en tant qu'indépendant, à travailler, et à vous faire payer une prestation. Parce que si l'entreprise ne veut pas vous l'acheter comme de la formation avec tout critère qui va bien, ça n'empêchera pas d'acheter une prestation à un indépendant qui ne sera pas quantifié dans son plan de formation. Mais si elle a les moyens d'acheter un bon qui n'est pas certifié, elle continuera à travailler avec l'indépendant. Hein. C'est déjà pareil avec Datadoc. Et après, se poser la question, effectivement, à temps perdu quand il y en a, c'est compliqué pour les petites structures, c'est évident. Est-ce que je passe du temps? Est-ce que j'investis? C'est ça. Référencer pour avoir un jour la chance d'aller taper chez un client public si je perds mon chiffre d'affaires sur du privé, quoi. Voilà, faut le garder dans un coin de sa tête parce que le travail que vous faites répond en grande partie. Après, effectivement, c'est se dire, voilà, mes clients actuels vont-ils à un moment donné me dire, bah oui, mais effectivement, nous on a des financements, donc j'aimerais bien que vous puissiez vous conserver en tant qu'organisme, mais vous allez devoir vous certifier Calliope parce que pour profiter des fonds mutualisés, comme le disait Christine tout à l'heure, ce sera obligatoire au 1er janvier 2022. Ça, c'est une réflexion que chacun doit mener en interne par rapport effectivement à demain et à sa stratégie effectivement aussi pour demain. Si parmi vous, certains réalisent aujourd'hui de la sous-traitance et que demain, a priori, on ne sait pas trop, mais on pense que ça va être aussi beaucoup de sous-traitants, je vous dis, Calliope, non, laissez-le de côté, quoi. C'est vraiment personnel et c'est un cheminement d'idées perso, ouais. Je me permets quand même de dire quelque chose parce qu'il y a quand même une triste réalité aussi, c'est qu'on a perdu avec Datadoc des excellents formateurs qui intervenaient sur des sujets très très précis. Moi, je le sais parce que nous, quand on était Datadockés en tant qu'organisme de formation, j'ai eu beaucoup de contacts de gens que je respecte énormément pour leur savoir, leur savoir-faire, leur savoir-être en situation professionnelle. Et vraiment, j'insiste là-dessus, sur ces trois éléments-là. Et qui faisaient de la formation, on va dire, au coup par coup, où ils le pouvaient et autres, et qui avaient besoin d'un Datadoc pour avoir des stagiaires. Et nous, notre champ de formation, notamment avec le contexte actuel, on n'a pas pu les prendre comme sous-traitants parce qu'on avait suffisamment d'autres sujets à traiter et que les leurs étaient trop spécifiques. Et honnêtement, c'est bien de faire un petit peu de balai et puis d'enlever certains organismes de formation en interne. Et on va dire que certains mériteraient de partir encore quand même parce que c'est à ça que ça sert, il ne faut pas se leurrer. Hein. Et à un moment donné, c'est aussi pour faire du tri. Mais ça va faire aussi du mal chez des gens avec des richesses exceptionnelles et qui ont disparu, à mon avis, à jamais. C'est tout bête, le dernier que j'ai en tête, c'était un formateur sur les murs en pierre sèche. Maintenant, trouvez-moi-en un correct par rapport à ça et on pourra discuter longuement. Après, important. Après, c'est dommage parce que ce genre de personnes, comme vous dites, Laurent, très compétent en la matière, il lui fallut à un moment donné l'accompagner justement pour un petit peu démystifier toute cette sphère au départ nébuleuse qu'avait généré le décret de 2015
ça aurait certainement valu le coup, ouais. Oui, mais là, vous êtes dans un vocabulaire que j'ai appris à connaître depuis 20 ans, qui est celui de la formation. Moi, je viens d'un autre sujet qui est celui des sciences dures, hein, de l'architecture, de la construction et tout ça. D'accord. Je peux vous dire qu'on n'est pas du tout dans la même philosophie. On a cette chance de vivre dans des mondes parallèles qui sont complémentaires et qui sont merveilleux. Mais si vous m'aviez dit la même chose il y a 20 ans, je ne vous aurais même pas compris, là. C'est-à-dire qu'il y a un moment... il y a 20 ans, non, je ne vous aurais pas dit ça. Ce que je veux dire, c'est que selon votre posture professionnelle, entre autres, et puis votre volonté, vous êtes en capacité d'entendre ça ou pas. Et honnêtement, Calliope comme Datadog, ça s'adresse aux personnes qui assument de la formation, qu'elles soient initiales ou continues, qui sont dans cet esprit-là. Moi, je m'adresse aussi à des personnes qui viennent former et qui sont de grande qualité, mais qui ne comprennent rien à un mot comme objectif pédagogique, parce que de commencer une phrase par un verbe, ou enfin tous les rythmes que l'on a, nous, ce n'est pas leur pratique, et ça n'empêche pas qu'ils peuvent être excellemment bons quand même, du moment qu'ils sont accompagnés, comme vous le dites. Ouais, mais oui, parce que moi j'ai accompagné un certain nombre d'individus tels que ceux que vous les décrivez, où on arrive à faire de super choses, hein, et où aujourd'hui, effectivement, dans le monde de la formation, c'est terminé le temps où on forme au nez, à l'intuition, etc. On a une rigueur telle que celle que vous parlez, les objectifs pédagogiques à respecter, et quand bien même ça reste une panel d'outils qui peut aussi aider le formateur dans sa construction de séquences. Donc, il faut le voir encore une fois comme une logique d'amélioration continue. Et c'est vrai que j'insiste beaucoup sur ce point. Moi, j'accompagne des nouveaux entrants. Alors, des nouveaux entrants dans Calliope, ce sont pour la plupart des gens qui ont déjà fait de la formation, qui sont sous-traitants et qui veulent effectivement, à partir du moment où ils ont obtenu leur numéro de déclaration d'activité, démarrer le processus Calliope, voilà, tout de suite. Je dis c'est bien, comme ça vous allez prendre tout de suite les bonnes pratiques, les bons usages, le bon process. Alors adapté à leur valeur, et puis adapté surtout ce sont des indépendants, donc à leur structure. Et de cette manière, voilà, ils assimilent bien plus facilement que quelqu'un qui effectivement a déjà son NDA depuis X années et qui doit remettre en cause l'ensemble de ses pratiques. Alors, peut-être un peu moins s'il est référencé Datadog, encore que. Mais en tout cas, voilà, c'est facilité. Oui, je crois que j'avais une question tout à l'heure, mais comme j'étais en train de parler, je ne l'ai pas vue, donc je ne sais pas qui a posé une question. Vis-à-vis de... Non, non, bon. Non, en fait, il y avait quand même, oui, il y avait eu une question, notamment d'Isabelle, et c'était aussi sur quoi doit-on vraiment travailler vis-à-vis de Calliope par rapport à Datadog. En fait, la distinction aussi entre Datadog, on vous demandait, en fait, on était beaucoup plus sur le déclaratif, alors que Calliope est beaucoup plus sur la preuve. Hein, donc, c'est vrai que la constitution de documents est importante. Et et comme le disait également Christophe, c'est ne pas forcément, évidemment, ne pas raconter n'importe quoi, c'est dire exactement comment vous faites. C'est ça. Voilà. Ouais, c'est ça. C'est prouvé tout au long de l'échange, hein, ce que vous faites. À partir du moment où vous avancez un propos et que vous n'êtes pas en capacité de le prouver pour l'auditeur, il va vous dire oui, et comment vous pouvez me prouver ça? Il va essayer d'aller à la pêche, à l'info. Non, si vous ne pouvez pas le prouver, c'est une non-conformité immédiate. Parce que je pense également qu'il est un peu compliqué en termes d'appropriation et de compréhension, c'est tous les indicateurs qui portent sur l'accompagnement ou en tout cas faciliter l'accessibilité au handicap. Et j'ai posé la question il n'y a pas très longtemps justement à un certificateur de savoir, par exemple, ne serait-ce que pour le premier critère, le premier indicateur, de savoir si il fallait adapter, par exemple, une communication en fonction du handicap.
Et donc, non, évidemment, Non. voilà, on ne va pas trop se prendre la tête, hein, on a quand même pas mal de choses à faire. Donc, l'idée étant plutôt de montrer comment vous essayez de faciliter les choses. Mais bon, évidemment, on ne peut pas se prêter à une communication, on va dire, bon, soit vous le faites à travers votre site si vous en avez un. Bon, évidemment, l'information que vous communiquez, elle n'est que visible. Donc, on peut imaginer que par rapport à une personne qui a un handicap, donc en termes de visibilité, bon, on ne peut pas écrire ni lire ce que vous avez inscrit sur votre site. Mais bon, on ne peut pas non plus vous demander de tout faire et d'accompagner tous les handicaps. Hein, non, c'est impossible. Voilà. Donc, l'idée étant surtout de savoir comment vous allez aussi eh bien, réorienter les personnes qui présentent un handicap vers d'autres structures ou vers un réseau qui va permettre justement l'accompagnement de cette personne vers une formation peut-être plus adaptée, plus accessible. Voilà. C'est ça, ouais, c'est ça. Alors, je vois une question, là, existe-t-il une liste des certificateurs? Donc oui, vous avez sur le site du ministère du Travail, effectivement, les 25 certificateurs qui agissent aujourd'hui. Hein. Il y en a un qui est né là très récemment. Voilà, ils sont aujourd'hui 25 à se partager, voilà. À être cofraqués, on va dire. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Voilà. Si vous avez encore des questions, c'est le moment. Avec spécificité, oui, forcément, avec des spécificités. Tout à l'heure, effectivement, on a entendu l'AFNOR, bon, le certificateur, j'allais dire historique. On a entendu ICPF. Alors, ICPF, 2 mots, c'est effectivement un certificateur qui est assez ancien aussi, 1990-1995, je ne sais plus bien, et qui s'est toujours rapproché des indépendants au niveau de la formation professionnelle continue. Donc, son cheval de bataille, c'est quand même la formation professionnelle avant tout. Et sa cible, c'était les indépendants. Enfin, c'est toujours un peu les indépendants. Justement, j'ai un diaporama qui a été fait par Centre Info. Je vais vous le communiquer. Oui. Ça vous permet donc, bon, évidemment, il n'y a pas le tout dernier qui est donc organisme certificateur n'est pas intégré, mais ça vous permettra de voir justement à partir de cette liste, en fait, on va dire le regroupement des organismes certificateurs, plus ou moins par spécificité, si on va dire, en sachant que bon, c'est un classement, une catégorisation en 4 groupes, pour faire simple, pour plus ou moins identifier donc ces organismes certificateurs. Mais je vais vous les faire parvenir, pas de problème. Bien, écoutez, s'il n'y a plus d'autres questions, je vais vous dire que nous atteignons la fin, justement, comme prévu, par rapport à l'horaire. Je tiens à remercier infiniment nos 3 témoins qui ont apporté leur contribution et leur retour d'expérience, leur regard sur ce qu'ils ont vécu vis-à-vis de cette certification. Et comme ils le disent, finalement, c'est sans doute à refaire. Je pense que même si ce n'était pas prévu au départ, mais bon, de toute façon, une fois qu'on est lancé, j'imagine que les procédures après sont beaucoup plus simples qu'elles n'étaient auparavant. Tout à fait. Je vous invite aussi à bien noter les prochaines rencontres que nous mettons en place justement avec un certain nombre de certificateurs qui vont présenter leur service, leur prestation de service, et auquel donc vous pourrez poser toutes les questions que vous avez besoin. Donc il n'y a pas de problème pour ça. Donc le premier webinaire qui aura lieu avec, alors si je ne dis pas de bêtises, c'est ICPF. Ce sera le 23 novembre à 14h. Voilà, donc vous pourrez présenter, enfin en tout cas poser toutes les questions qui vous paraîtront utiles, que ce soit pour le coût, que ce soit pour la durée, enfin bon, tout ce que vous avez à l'esprit, n'hésitez pas à poser les questions.
Il y aura un deuxième webinaire d'organiser le 9 décembre avec ICERT. Et ensuite, eh bien, ce sera en janvier. Donc là, je suis en train de programmer les nouvelles dates pour avoir d'autres certificateurs. Donc on aura AFNOR, on aura ISC, comme ça. Je vais essayer d'identifier aussi on va dire, plutôt un prestataire de label pour essayer aussi d'identifier les différences, sachant que là, on est beaucoup plus sur un principe de réseau, hein, donc c'est plutôt une certification, un label de réseau, mais en fait, bon, pourquoi pas, parce que finalement, par rapport à votre activité, vous pouvez être amené à un moment ou à un autre, faire partie d'un grand réseau et donc de vous rapprocher au maximum des besoins. Voilà. Bien, écoutez, je vous remercie tous, non seulement d'avoir participé, mais aussi d'être intervenus. Et puis, je vous dis encore merci et j'espère vous revoir très bientôt dans les prochaines interactions que mettra en fort, à votre disposition.